grande tempête. Jonas, chapitre 1, verset 12. Gilbert Jonas, artiste peintre, croyait en son étoile. Il ne croyait d'ailleurs qu'en elle, bien qu'il se sentît du respect et même une forme d'admiration envers la religion des autres. Ouais. Sa propre foi, pourtant, n'était pas sans vertu, puisqu'elle consistait à admettre, d'une façon obscure, qu'il obtiendrait beaucoup sans jamais rien mériter. Aussi, lorsqu'aux environs de sa 35e année, une dizaine de critiques se disputèrent la gloire d'avoir découvert son talent. Il n'en montra point de surprise. Mais sa sérénité, attribuée par certains à de la suffisance, s'expliquait très bien au contraire par une confiante modestie. Jonas rendait justice à son étoile plutôt qu'à ses mérites. Il se montra, elle ne plus étonnée, lorsqu'un vieux marchand de tableaux lui proposa une mensualité qui le délivrerait de tout souci. En vain, l'architecte Rato, qui depuis le lycée aimait Jonas et son étoile, lui représenta-t-il que cette mensualité ne lui donnerait une vie à peine décente et que le marchand n'y perdrait rien. Et tout de même, disait Jonas. Rato, qui réussissait dans tout ce qu'il entreprenait à la force du poignet, gourmandait son ami. Quoi tout de même, il faut discuter. Rien n'y fit. Jonas en lui-même remerciait son étoile. Ce sera comme vous voudrez, dit-il au marchand. Et il abandonna les fonctions qu'il occupait dans la maison d'édition paternelle pour se consacrer tout entier à la peinture. Ça, disait-il, c'est une chance. Et en réalité, c'est une chance qui continue. Aussi loin qu'il put remonter dans sa mémoire, il trouvait cette chance à l'œuvre. Il nourrissait ainsi une tendre reconnaissance à l'endroit de ses parents. D'abord parce qu'il avait élevé discrètement, lui laissant le loisir de la rêverie. Ensuite parce qu'ils s'étaient séparés pour raison d'adultère. C'était du moins le prétexte invoqué par son père, qui oubliait de préciser qu'il s'agissait d'un adultère un peu particulier. Il ne pouvait supporter les bonnes œuvres de sa femme, véritable sainte laïque, qui, sans y voir malice, avait fait don de sa personne à l'humanité souffrante. Mais le mari prétendait disposer en maître des vertus de sa femme. J'en ai assez, disait cet Othello, d'être trompé avec les pauvres. Son malheur supposé valut à Jonas un frère dévoué en la personne de son ami Rato. Les parents de ce dernier invitaient souvent son petit camarade de lycée, parce qu'il plaignait son infortune. Leurs discours apitoyés inspirèrent à leur fils, vigoureux et sportif, le désir de prendre sous sa responsabilité l'enfant dont il admirait déjà les réussites nonchalantes. L'admiration et la condescendance firent un bon mélange pour une amitié. Que Jonas, si comme le reste, avec une simplicité encourageante. Quand Jonas eut terminé, sans en particulier ses études, il eut encore la chance d'entrer dans la maison d'édition de son père pour y trouver une situation et par des voies indirectes sa vocation de peintre. Premier éditeur de France, le père de Jonas était d'avis que le livre, et en raison même de la crise de la culture, était l'avenir.
L'histoire montre, disait-il, que moins on lit et plus on achète de livres. Partant, il ne lisait que rarement les manuscrits qu'on lui soumettait. Et ne se décidait à publier que sur l'actualité du sujet et la personnalité de l'auteur. De ce point de vue, le seul sujet actuel n'étant que le sexe, l'éditeur finit par se spécialiser. Et ne s'occupait plus de trouver des présentations curieuses et de la publicité gratuite. Jonas reçut donc, en même temps que le département des lectures, de nombreux loisirs dont il fallut trouver l'emploi. C'est ainsi qu'il rencontra la peinture. Pour la première fois, il se découvrit une ardeur imprévue, mais inlassable, et consacra bientôt toutes ses journées à peindre. Et toujours sans effort d'ailleurs, excella dans cet exercice. son ami en croupe pour que... Jonas, la main droite, enfin immergée dans un bandage, et s'ennuyant, put s'intéresser à l'amour. Non, il fut porté à voir, dans ce grave accident, les bons effets de son étoile. Sans lui, il n'eût pas pris le temps de regarder Louise Poulain comme elle le méritait. Selon Rato d'ailleurs, Louise ne méritait même pas d'être regardée. Petit érable lui-même, il n'aimait que les grandes femmes. Je ne vois pas ce que tu trouves à cette fourmi, disait-il. Louise était en effet petite, noire de peau, de poils et d'œil. Mais bien faite et de jolies mines. Jonas, grand et solide, s'attendrissait sur la fourmi, d'autant plus qu'elle était industrieuse. La vocation de Louise était l'activité. Une telle vocation s'accordait heureusement au goût pour Jonas de l'inertie, etc. Louise se dévoua d'abord à la littérature, tant qu'elle crut du moins que l'édition intéressait Jonas. Elle lisait tout, sans ordre, et devint en peu de semaines capable de parler de tout. Jonas l'admira. Et se jugea définitivement dispensé de lecture, puisque Louise le renseignait assez et lui permettait de connaître l'essentiel des découvertes contemporaines. Il ne faut plus dire, affirmait-elle, quand elle est méchantée, mais qu'il se veut méchant. La nuance était importante, comme le fit remarquer Rato, et risquait de mener au moins à la condamnation du genre humain. Mais Louise trancha, montrant que cette vérité, à la fois soutenue par la prise du cœur et les revues philosophiques, était universelle et ne pouvait être discutée. Ce sera comme vous voudrez, dit Jonas, qui oublia aussitôt cette cruelle découverte pour s'en aller rêver à son étoile. Louise déserta la littérature dès qu'elle comprit que Jonas ne s'intéressait qu'à la peinture. Elle se dévoua alors aux arts plastiques, courut musée exposition, y traîna Jonas. Qui comprenait mal ce que ses contemporains peignaient et s'en trouva fort gêné dans sa sensibilité d'artiste. Il est vrai que le lendemain, il perdait jusqu'au nom de l'artiste dont il venait de voir les œuvres.
précisément protéger Jonas, qui pouvait ainsi cumuler sans mauvaise conscience les certitudes de la mémoire et les commodités de l'oubli. Les trésors que prodiguait Louise étincelaient de mille feux dans la vie quotidienne de Jonas. Ce bonhomme lui évitait les achats de chaussures, de linge, de vêtements, qui abrègent pour tout homme les jours d'une vie déjà si courte. Elle prenait à charge résolument les mille inventions de la machine à tuer le temps, depuis les imprimés obscurs de la sécurité sociale, jusqu'aux dispositions sans cesse renouvelées de la fiscalité. Oui, c'est entendu, disait Rato. Mais elle ne peut aller chez le dentiste à ta place. Elle n'y allait pas? Mais elle téléphonait et prenait les rendez-vous aux meilleures heures. Elle s'occupait des vidanges de la carte chevaux, des locations dans les hôtels de vacances, du charbon domestique. Elle achetait elle-même les cadeaux que Jonas désirait offrir. Choisissait et expédiait les fleurs. Et trouvait encore le temps, certains soirs, de passer chez lui en son absence pour préparer le lit qu'il n'aurait pas besoin d'ouvrir ce soir-là. Et avant de se coucher. Elle entra dans ce lit, puis s'occupa du rendez-vous avec le maire. Et il mena Jonas 2 ans avant que ses talents fût enfin reconnus. Et organisa le voyage de noces de sorte à ce que tous les musées fussent visités. Non sans avoir trouvé auparavant, en pleine crise du logement, un appartement de 3 pièces dans lequel ils s'installèrent à leur retour. Elle fabriqua ensuite presque coup sur coup 2 enfants, garçons et filles, selon son plan, Qui était allée jusqu'à 3. et qui fut rempli peu de temps après que Jonas eut quitté la maison d'édition pour se consacrer à la peinture. Dès que Louise lui accouchait, elle ne se dévoua plus qu'à son, puis ses enfants. Elle essayait encore de s'occuper de son mari, mais le temps lui manquait. Sans doute elle regrettait de négliger Jonas, mais son caractère décidé l'empêchait de s'attarder à ses regrets. Tant pis, disait-elle, chacun son établi. Expression dont Jonas se trouvait ravi, car il souhaitait, comme ses contemporains, passer pour un artisan. Mais l'artisan fut donc un peu délaissé et dut s'acheter lui-même ses souliers. Le problème de l'espace vital l'emportait pourtant de loin sur les autres problèmes du ménage. Car le temps et l'espace se rétrécissaient autour d'eux du même mouvement. Les pièces trop vastes et ornées de superbes fenêtres avaient été certainement destinées, si on en jugeait par leurs proportions majestueuses, à la réception et à l'apparat. Mais les nécessités de l'entassement urbain et de la rente immobilière avaient contraint les propriétaires successifs à couper par des cloisons ces pièces trop vastes et à multiplier par ce moyen les salles qu'ils louaient au plus fort à leur troupeau de locataires. Ils n'en faisaient pas moins valoir de ce qu'ils appelaient l'important cubage d'air. Cet avantage n'était pas niable. Il fallait seulement l'attribuer à l'impossibilité dans laquelle s'étaient trouvés les propriétaires de couper aussi les pièces dans leur hauteur. Sans quoi ils n'eussent pas fait les sacrifices nécessaires pour trouver quelques refuges de plus à la génération montante, particulièrement marieuse et prolifique à cette époque. L'important cubage d'air n'offrait d'ailleurs pas que des avantages, puisqu'il offrait aussi l'inconvénient d'être difficilement chauffable en hiver. Ce qui obligeait malheureusement les propriétaires à majorer l'indemnité de chauffage. Mais Jonas s'était réjoui des avantages de l'appartement et en avait admis sans peine les inconvénients. Jonas avait été particulièrement séduit par la plus grande pièce, dont la hauteur du plafond était telle qu'il ne pouvait y être question d'y installer un système d'éclairage. On entrait de plein pied dans cette pièce qu'un étroit couloir menait à 2 autres, placés en enfilade. Au bout de l'appartement, la cuisine voisinait les commodités
et un petit réduit décoré du nom de salle de douche. La hauteur vraiment extraordinaire des plafonds et l'exiguïté des pièces faisaient de cet appartement un étrange assemblage de parallélépipèdes, presque tout en portes et en fenêtres, où les meubles ne savaient trouver appui et où les êtres perdus dans la lumière blanche et violente semblaient flotter comme des ludillons dans un aquarium vertical. C'est le cabinet des glaces, disait Jonas ravi. Sur le conseil de Rato, on avait installé la chambre conjugale dans une petite pièce. L'autre devait abriter l'enfant qui s'annonçait déjà. La grande pièce servait d'atelier à Jonas dans la journée et de salle commune le soir et à l'heure des repas. On pouvait d'ailleurs, à la rigueur, manger dans la cuisine pourvu que Louise ou Jonas voulût bien se tenir debout. Rato, de son côté, avait trouvé 1000 installations ingénieuses, à force de tables roulantes, de tablettes escamotables, de tablettes pliables. Il était parvenu à transformer le manque de meubles en accentuant l'air de boîte à surprise de cet original appartement. Mais quand les pièces furent pleines d'enfants et de toiles, il fut nécessaire de songer à de nouvelles installations. On décida alors de placer le nouveau-né dans un coin de l'atelier que Jonas isola avec ses toiles à l'aide d'un paravent. Cela avait pour avantage d'avoir l'enfant à portée d'oreille et de pouvoir répondre à ses cris. Jonas n'avait jamais besoin de se déranger puisque Louise le prévenait. Elle n'attendait pas d'ailleurs que l'enfant criât avant d'entrer dans l'atelier, bien qu'avec 1000 précautions et toujours sur la pointe des pieds. Jonas, surpris de cette discrétion, assura un jour à Louise qu'il n'était pas si sensible des oreilles et qu'il pouvait très bien travailler sur le coin de ses pas. Louise lui répondit qu'il s'agissait en fait de ne pas réveiller l'enfant. Jonas, qui découvrait ainsi le cœur maternel de Louise, ria de bon cœur de sa méprise. Du coup, il nous a pas avoué que les interventions prudentes de Louise étaient plus gênantes qu'une franche éruption. D'abord, parce qu'elle s'est débutée sur une mimique où Louise, les bras légèrement écartés, le torse un peu renversé en arrière et la jambe lancée très haut devant elle, ne pouvait passer inaperçue. Cette méthode allait même contre les intentions avouées de Louise, puisqu'elle risquait à tout moment d'accrocher quelqu'une des toiles de l'atelier. Le bruit réveillait alors l'enfant qui manifestait son mécontentement, du moins de ses moyens, assez puissants. Le père, enchanté des capacités pulmonaires de son fils, courait le dorloter, bientôt relayé par sa femme. Bientôt relayé par sa femme. Jonas relevait alors ses toiles, puis pinceau en main, écoutait charmer la voix insistante et souveraine de son fils. Ce fut le moment où le succès de Jonas lui valut beaucoup d'amis. Ses amis se manifestaient au téléphone ou à l'occasion de visites impromptues. Le téléphone, qui, tout bien pesé, avait été placé dans l'atelier, résonnait souvent, toujours au préjudice du sommeil de l'enfant, qui mêlait ses cris à la sonnerie impérative de l'appareil.